Et donc, on est confronté à cette période-là de glaciation. Pour vous donner un peu l'image de ce qu'on avait à cette période-là, ce sont les tableaux de Bruegel lancés. Vous voyez qu'à l'époque, eh bien, on patinait, il faisait très froid, et c'était dans les Flandres, etc., on patinait très régulièrement. Vous avez des enfants, des jeunes et des personnes âgées de tous âges qui patinaient au Moyen-Âge. Eh bien, ça correspond spécifiquement à cette période climatique. Il est bien évident qu'on a actuellement des hivers qui sont quand même beaucoup plus chauds que cette période-là, qui a été une période d'à peu près 150 ans. Donc, disparition d'une grande partie de la vigne dans nos contrées, et les moines, eux, évidemment, sont confrontés à cette problématique-là aussi, et ils ont le vin qui s'était généralisé aussi comme boisson régulière pour les personnes de nos contrées, s'est fait, s'est fait distancer par une autre boisson qu'on a commencé à découvrir, qui est la bière. Hein, puisqu'on a commencé à faire des brassages, etc. chez nous, et ça a joué à l'époque pour la disparition du vignoble ici en Belgique. Alors il est bien évident que dans certaines régions, comme la France par exemple, il y a eu une pérennité beaucoup plus grande, parce que le climat en France était déjà bien plus favorable, et que donc la viticulture était beaucoup plus généralisée. En Italie, elle n'a pas cessé depuis les Romains. Mais chez nous, il y a vraiment eu une période de cassure à ce moment-là, et cette période de cassure, eh bien, elle s'est marquée jusque fin 19e siècle, il y a eu quelques essais, mais surtout le début du 20e siècle, et même les années 1960, où c'est dans la région de Beaumont qu'il y a un monsieur qui a commencé à replanter de la vigne. Alors, tout ça se faisant de manière excessivement difficile, excessivement hasardeuse. Quand on connaît le climat belge, il fallait donc trouver des solutions, et à partir des années 60, des années 70, les technologies viticoles se sont améliorées. Hein, on a des technologies en matière de pépiniers, des pépiniéristes viticoles, on a arrivé à faire de meilleures choses, et vous avez par exemple des instituts vitivinicoles très connus comme à Freiburg, comme Brisgau, qui est en Allemagne, où il y a un institut en Turgovie, hein, qui a servi, d'où est arrivé le Müller-Thurgau, et là, la réflexion est arrivée, M. Graffet va vous en parler mieux que moi tout à l'heure, la réflexion est arrivée de pouvoir se dire, mais au fond, il faudrait, pour un climat tel que le climat belge, ou un climat même le climat du Grand-Duché de Luxembourg, ou de certaines parties de l'Allemagne, il faudrait arriver à ce qu'on trouve des vignes que l'on puisse planter et qui se permettent la résistance d'abord au climat, au froid et aux maladies. La même problématique s'est posée au Québec, où là, vous avez des températures, on va jusqu'à moins 20, moins 30. Et il y a des vignes au Québec. Il y a des vignes dans les Laurentides, il y a des vignes dans des différentes régions du Québec qui produisent des grandes choses et qui permettent aussi, par la suite, comme de jouer sur le climat là, pour faire du vin de glace. Comme on fait en Allemagne, le vin de glace, ça c'est... Je vous expliquerai si ça vous intéresse tout à l'heure, c'est la cryo-extraction. Il faut arriver à moins 7 degrés pour pouvoir faire du vin de glace. Et donc c'est intéressant de pouvoir jouer sur le climat. Donc comment faire pour avoir ce genre de cépage? Eh bien, il y a des ingénieurs dans ces instituts vitivinicoles qui ont commencé à travailler, à faire des croisements pour avoir des cépages plus résistants. Résistants au climat, mais aussi résistants aux maladies. Hein, parce qu'il faut savoir, et ça a été le cas cette année ici, M. Graffet vous l'expliquera, il y a toute une série de maladies. Il y a eu du milrandage, il y a eu ce qu'on appelle le black rot, ou alors la grappe se dessèche. Vous avez parfois la pourriture grise qui vient s'installer, qui n'est pas la pourriture noble, mais la pourriture grise qui sont des champignons, du fongicide qui s'installent sur les raisins et qui rendent la grappe impropre à la consommation. Donc, et dans des années pluvieuses, on est confronté à toutes ces difficultés. Donc ces ingénieurs des instituts vitivinicoles se sont dit, mais au fond, on peut réfléchir à la manière dont on peut faire des croisements beaucoup plus résistants. Problématique, c'est beaucoup posé en Suisse aussi, puisque cet institut de Turgovie est vraiment à la pointe du progrès. Il y a eu un reportage que j'ai vu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, avec un viticulteur du Jura suisse qui montrait au fond ces nouveaux cépages. Donc on a été créer des cépages interspécifiques. D'ailleurs, le Müller-Thurgau, dont vous avez entendu parler, probablement qui est un cépage allemand, ça a été créé par un certain monsieur Müller, donc de l'Institut de Turgovie. Le Müller-Thurgau étant un assemblage de Riesling et de Sylvaner. Le Riesling, le grand cépage noble de la vallée du Rhin. Et donc pour ici, on a imaginé les mêmes choses. Alors actuellement, dans les vignobles belges, il y a 2 tendances.
Il y a la tendance des gens comme M. Graffet qui ont dit on mise tout sur ces cépages-là, qu'on appelle les cépages interspécifiques, où il y a d'autres tendances comme le domaine de Bonbaron, Madame Van der Steen ici à Dinan, Chardonnay Merdal, donc M. Vlemings qui lui est dans la région de Louvain, et qui eux utilisent encore des cépages traditionnels, je vais dire bordelais ou bourguignons. Vlemings par exemple, utilise pour son chardonnay qui était meilleur, comment dirais-je, qui était meilleur chardonnay du monde, il utilise le chardonnay, il n'utilise pas ces cépages interspécifiques. Madame Van der Steen utilise un peu les deux au château Bonbaron, en ayant des pinots noirs par exemple, mais en ayant aussi ce qu'on appelle l'Acolo, qui est un cépage tout à fait spécifique de la région, tout à fait spécifique qui a été imaginé pour des régions comme les nôtres, tandis qu'ici vous avez uniquement des cépages interspécifiques. Donc vous avez le Mersling, vous avez le Bronner, vous avez l'Hélium, vous avez le Solaris, vous avez le Joanniter, et qui sont tous donc des cépages qui ont été inventés dans ces instituts vitivinicoles et qui sont tout à fait adaptés à notre terroir. Et donc M. Graffet vous l'expliquera tout à l'heure, vous allez goûter, ça donne de très bons résultats. Alors quelles sont les perspectives aujourd'hui? Pour en terminer, les perspectives du vignoble belge, eh bien, on compte quand même maintenant de manière relativement, je vais dire, sérieuse et commerciale, une vingtaine de domaines. Alors il en vient chaque année. Il y a par exemple le château de Biou, qui n'est pas loin d'ici. C'est la vallée de la Monnier, en Haye, Denay, près de la mine Maretsou, dans la propriété familiale des Vaxolaires. Ils se sont remis aussi à faire de la vie. Mais tous ces gens font ça professionnellement, de manière très professionnelle, parce qu'ils ont été en France, suivent ces cours. Oui, oui. Le bio, on l'a goûté il y a une semaine. Vous l'avez goûté? Magnifique, oui. Moi, je ne l'ai pas encore goûté. Mais on m'en a dit beaucoup de bien. Magnifique. On m'en a dit beaucoup de bien. Alors, vous avez aussi, là, tu les connais, je crois, Pierre Rion, qui est un industriel qui s'est associé à deux autres dans le Brabant Wallon pour, je crois, domaine de Melmont. Alors, vous avez à Heuvelland, donc près du Mont Noir, Mont Rouge, etc., vous avez aussi un domaine qui fait de très belles choses. Vous avez dans le Limbourg, j'ai oublié de dire, il y a au fond, je crois, deux grandes régions qui sont intéressantes pour le vin belge. Il y a toute la région du Haarland, entre, disons, Leuven et Hasselt. Leuven dit Arscott Hasselt, où moi j'ai un ami qui fait du vin juste en face de la basilique de Sierpenheuvel, et qui a fait ça depuis déjà, lui, à peu près 25 ans. Malheureusement, il arrête parce qu'il n'a pas de successeur. Il fait des Riesling. Lui, il utilise quoi? Voilà un exemple. Lui, il utilise des Riesling. Donc là, il fait un mélange aussi. Riesling, donc de cépages traditionnels et d'autres cépages Riesling, donc grand cépage blanc. Alors pour les rouges, Dornfelder, qui est un cépage allemand qu'on trouve dans la Nau, qu'on trouve dans le Rheingau, et qui donne des vins rouges relativement épicés. Et le Dornfelder, je crois que ça marche assez bien chez nous. Le Regen, qui est aussi un cépage allemand, mais ce ne sont pas des cépages interspécifiques, lui utilise le chardonnay. Et puis, vous avez donc dans cette région du Haarland, 4, 5 grosses propriétés, vous avez un peu sur Hasselt. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on continue au fond la vallée de la Meuse, dans la région de Maastricht aussi, en Pays-Bas, il y a aussi 2-3 domaines viticoles. Je suis passé devant, je ne m'y suis jamais arrêté, mais ça c'est une chose à faire dans les mois qui viennent. Donc il y a deux grandes régions au nord du pays, toute cette veine du Haarland, avec évidemment d'autres personnes qui à d'autres endroits essayent de faire des choses. Je sais que à Hertesheim, à côté d'Alost, il y a aussi un domaine, un gars qui a essayé de monter un domaine. Alors il y a donc ce domaine près du Mont Kemmel. Et l'autre grande veine, c'est le sud de la Belgique, et c'est au fond toute la vallée de la Meuse. Parce que là, à Dinan, le long de la Meuse, vous irez voir sur la chaîne YouTube de Journal des Vignobles, vous verrez, il y a une interview de Jeannette Van der Steen avec de très belles vidéos qu'Henri a prises, et où là vous voyez vraiment 15 hectares qui viennent d'être plantés comment dirais-je, à front de Meuse, donc avec un coteau qui descend de la route d'Ivoire pour aller vers la Meuse. Et là, ce seront 15 hectares. Ce sera intéressant de voir ce que ces 15 hectares vont donner, mais je crois qu'ils ne sont qu'à leur deuxième feuille, donc il faudra encore patienter un peu. Et je me rappelle, pour vallée de la Meuse, il y a eu historiquement, donc sur ce qui est Andenne et même Dinan, il y a eu de la ville, puisque j'ai rencontré un jour, pour l'anecdote, il n'y a pas longtemps, un prêtre de Honhaye, il y a à peu près un an, et qui était né à Dinan, et qui me disait que près de Rocher-Bayard, quand lui était gamin, il y avait encore des reliquats de vignes.
Et c'est pour ça qu'il y a, ah oui, il y a un clos, je crois que ça s'appelle Clos de la Commanderie, mais qui est exploité plutôt par une confrérie, où ils font du vin. Alors à Liège, il y a un projet de reconstruction de tout un vignoble aussi, je crois, du côté du Sartiment, donc sur les hauteurs de Liège. Donc on peut dire que, moi je pense qu'avec les cépages interspécifiques et avec des gens qui maintenant font ça de manière professionnelle, je pense qu'il y a un bel avenir. Je ne dis pas qu'on va faire les mêmes choses qu'en France et qu'en Italie, mais il y a un bel avenir pour des régions viticoles émergentes. Je donne deux autres exemples. J'ai des contacts avec les Tchèques, ils appellent ça Vinogradniki Centre, donc un centre au fond qui promeut la viticulture. Et bien en Tchéquie, moi j'ai essayé des choses, je les ai goûtées chez l'ambassadrice de Tchéquie avec des cépages interspécifiques. Il y a de très belles choses aussi. Donc, Grande-Bretagne, ça commence aussi à donner, notamment dans le Kent, parce qu'on a du sol crayeux comme en Champagne. Ils font là de très bons vins mousseux. Donc on peut dire que dans des zones émergentes et dans des zones qui ne sont pas les pays traditionnels du vin, on ne fera pas les mêmes sortes de vins, mais on fera aussi des vins qui seront agréables à boire, qui seront sympathiques, et donc qui pourront probablement réjouir le palais des amateurs et qui pourront un peu jouer sur le chauvinisme des gens qui sont de ce pays-là. Voilà les perspectives. Est-ce que le